Que reste-t-il de l'usine Arbec qui a été ravagée par les flammes et comment la région réagit aux augmentations suggérées par le tribunal administratif du logement? Voici les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin Amos. Un important incendie s'est déclenché hier soir à l'intérieur du bâtiment de l'usine Arbec. Alexis Dumont a les détails. Soir vers 16h30 que les pompiers ont été appelés à se rendre à l'usine Arbec d'Amos alors qu'un important incendie s'est déclenché à l'intérieur du bâtiment. Ça a resté au niveau de la machinerie. Je ne peux pas vous dire nécessairement qu'est-ce qui a causé l'incendie. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une enquête, là, surtout des gens d'Arbec aussi, pour savoir ce qui s'est passé. Là. De notre côté, on ne peut pas identifier clairement ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un incendie de type industriel. Au total, c'est 45 pompiers qui ont été mobilisés. On est parti de la caserne d'Amos, puis en se dirigeant sur les lieux, on a vu l'ampleur de l'incendie. Donc, on a fait appel à nos confrères de la Corne Saint-Marc, Landrienne et Pressac. Donc, on était environ 45 pompiers à intervenir sur l'intervention. Un scénario qui génère des inquiétudes. Première réaction, c'est une grande inquiétude. On souhaite qu'il n'y ait pas personne qui soit blessé. On espère aussi que nos services d'incendie vont être en mesure de contenir le feu. C'est particulièrement inquiétant hier soir. La ville d'Amos avait d'ailleurs demandé à l'ensemble des citoyens hier soir de limiter sa consommation d'eau afin de préserver l'ensemble des ressources pour les services de sécurité incendie. Bien, en fait, quand on a une baisse de pression, surtout aux températures qu'on a présentement, c'est sûr que ça pourrait créer des problèmes dans le réseau. Ça peut aussi occasionner des problèmes de gel de ligne. Nous, ce qu'on a dû faire, c'est on vient mettre un débit d'eau supplémentaire dans la canalisation pour s'assurer que toutes les têtes de gicleurs fonctionnent à leur maximum. Donc, avec ça, et en plus avec nos boyaux aussi, donc on vient demander une grande quantité d'eau au réseau. Donc, c'était pour vraiment s'assurer que le réseau puisse fournir à la demande. Maintenant, quelle sera la suite des choses pour l'usine? L'objectif là-dedans, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travailleurs. Hein? Alors, ça concerne des vies, des familles. On espère qu'ils vont relancer l'usine le plus rapidement possible. Encore faut-il que ce soit sécuritaire puis qu'ils puissent bien faire l'évaluation des dommages internes. La ville d'Amos apporte son soutien à l'usine d'Arbec et souhaite bien sûr que les activités de l'usine puissent reprendre le plus rapidement possible. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. Et le tribunal administratif du logement a établi la hausse moyenne suggérée pour les augmentations de loyers pour l'année 2025 à une augmentation de près de 6 %. Un rapport qui fait réagir, un reportage d'Alexandre Cabana. La porte est ouverte. Dès maintenant, les propriétaires pourraient, s'ils le souhaitent, augmenter le loyer de leurs locataires actuels jusqu'à 5,9 % d'augmentation. Un barème record en plus de 30 ans. Il y a quand même, les propriétaires vont en profiter. C'est à 6 %, c'est fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui vont s'essayer. Les gens vont tomber en précarité encore davantage là, avec ces hausses de loyer. Moi, je trouve ça vraiment... Je déplore cette situation-là. Puis, ça fait longtemps qu'on en parle qu'une crise du logement. Même la CAQ a reconnu qu'il y avait une crise du logement. À titre d'exemple, pour un loyer mensuel de 1 000 $, on parle d'une augmentation possible de 700 $ par année. Pour l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue, cette nouvelle est un mauvais présage pour l'année 2025. Même les personnes qui travaillent au salaire minimum, je me demande comment ils font pour payer leur loyer là, à 1 200 $ quand ils sont tout seuls. Ou avec une famille, peu importe, là, mais ça reste que c'est pas les propriétaires qui vont avoir de la misère à manger demain matin. Là. De son côté, la Chambre de l'immobilier de l'Abitibi-Témiscamingue déplore des hausses en montagne russe, mais estime que le retour du balancier était attendu du côté des propriétaires. C'est beaucoup si on prend juste ce chiffre-là. Mais si on le ramène sur les 5 dernières années, considérant l'inflation qu'il y a eu, c'est pas si énorme que ça du côté du propriétaire. Un locataire qui a un budget serré et qui voit son loyer augmenter de 5 % au lieu de 2 % peut peut-être faire le saut à la fin. Une différence de 50, 60 pièces à la fin du mois peut faire une différence chez certaines personnes. L'idéal, autant pour le locataire que pour le locateur, l'idéal, ce serait vraiment une augmentation constante, raisonnable. Le locataire pourrait planifier son budget comme il faut. Le propriétaire aurait des revenus en conséquence. Ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Parlons justice. Plusieurs causes judiciaires importantes se sont conclues dans les dernières semaines avec le prononcé de sentence. On n'a qu'à penser au cas d'Aurélie Bérubé ou de Samuel Vallière qui ont tous deux pris le chemin du pénitencier. Quelles sont les subtilités et que doit prendre en compte la justice avant qu'une sentence soit prononcée? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre collaborateur judiciaire, Maître Pascal Jolicoeur, avocat criminaliste chez Clich Avocat. Maître Jolicoeur, bonjour. 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 J'espère que ça va bien. Oui, ça va bien vous-même? Ça va super bien. Oui. Écoutez, Maître Jolicoeur, comment fonctionne la négociation entre deux parties pour réussir à en arriver à une sentence et c'est quoi le rôle du juge dans le processus? OK. Il faut comprendre que devant les tribunaux, il y a beaucoup de dossiers qui procèdent régulièrement et beaucoup de ces dossiers-là vont se régler par une suggestion commune. Donc, les parties vont discuter d'une peine qui doit être imposée dans un dossier. Évidemment, il y a certains dossiers que c'est plus simple. Là, quand on parle, entre autres, de dossiers de conduite à capacité affaiblie, où il y a des peines minimales qui sont prévues, puis il n'y a pas de facteur aggravant, c'est beaucoup plus simple. Il y a des dossiers, par exemple, qui sont plus complexes, où il y a des fourchettes, il y a différentes choses qui doivent être évaluées. On parle de fourchettes de peine, de différentes périodes de temps qui doivent être imposées en vertu des tribunaux, en vertu des décisions antérieures qui ont été imposées. Donc, à ce moment-là, les parties vont se rencontrer. L'avocat de la défense, le procureur de la couronne vont discuter ensemble et vont tenter de venir à une entente pour venir à la conclusion de présenter une suggestion commune devant le tribunal. Et évidemment, une fois que la suggestion est présentée devant le tribunal devrait, là, selon les enseignements, la Cour suprême, dans la décision Anthony Cook, devrait entériner la suggestion, sauf dans certaines circonstances où elle serait contraire à l'intérêt du public. Donc, évidemment, le tribunal va évaluer la suggestion qui est faite. Les parties ont l'obligation de présenter certains arguments qui soutiennent leur suggestion. Et si le tribunal a des questions, avant de refuser d'entériner la suggestion, doit cependant permettre aux parties l'opportunité d'expliquer pourquoi ils croient que la suggestion en question, elle est raisonnable et elle devrait être entérinée par le tribunal. Et un peu comme frère et sœur, ça arrive des fois que la couronne et la défense ne s'entendent pas là, pour une sentence. Absolument, absolument. Ça arrive régulièrement. Dans les deux décisions que vous avez parlé tantôt, c'est des sentences qui ont été contestées, qui ont été présentées. Donc, les avocats de la défense, avocats du ministère public présentent leurs arguments et c'est le tribunal qui prend la décision en bout de ligne, qui tranche là, sur la peine qui est imposée, qui va être imposée en tenant compte de plusieurs facteurs. Il peut tenir compte de différents rapports qui ont été préparés par certaines autorités. Va tenir compte également de la jurisprudence, des décisions de d'autres instances. Va tenir compte aussi des principes de sentencing en vertu du Code criminel, là, certains facteurs qu'il doit tenir compte pour imposer une peine à ce moment-là. Là. Et ultimement, le juge peut quand même refuser une proposition. Une suggestion commune, oui, absolument. Oui. Le tribunal peut venir à la conclusion, si elle est déraisonnable, si elle va à l'encontre de l'intérêt du public, peut ne pas l'entériner. Évidemment, la Cour suprême dit aux juges, aux tribunaux là, de faire attention parce qu'il y a plusieurs facteurs que les parties connaissent bien, le dossier maîtrise bien les dossiers. Il y a plusieurs facteurs qui ont discuté ensemble, là, certaines choses que le tribunal ne sait pas. Là, donc, il faut que le tribunal soit prudent avant de refuser d'entériner une suggestion commune, mais ultimement, c'est le tribunal qui a le dernier mot. Puis d'ailleurs, dans l'exercice en vertu de l'article 106 du Code criminel, où ce que l'accusé reconnaît sa culpabilité, reconnaît les éléments essentiels, il reconnaît aussi que c'est le tribunal qui a le dernier mot, même sur une suggestion commune là, qui doit être imposée. Là. Et très rapidement, en terminant, là, les gens ne savent pas nécessairement, mais il y a une différence entre une peine provinciale et une peine fédérale. Oui, une peine provinciale dans une prison, c'est une peine qui est 2 ans moins 1 jour. Donc, toute peine à être purgée qui est de 2 ans moins 1 jour va être dans un établissement provincial et tout ce qui est 2 ans et plus va être dans un pénitencier, là, qui est un établissement fédéral. On va donc se coucher moins niaiseux. Merci beaucoup. Maître Jolicoeur, je rappelle que vous êtes avocat criminaliste chez Clich Avocat. Merci beaucoup de votre passage. Merci. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la neige intermittente avec des maximums entre moins 16 degrés Celsius et moins 17 degrés Celsius. Et finalement, pour la journée de demain, c'est de la faible neige intermittente qui devrait cesser en après-midi avec des maximums de moins 11 degrés et de moins 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.